Bah, la rue, t'as ce que tu vois et ce que tu vois pas en fait. C'est vraiment ça. Tu pourrais faire ton trajet quotidien avec ton regard de citoyen lambda. Et si tu te forces bien ou si tu fais bien attention aux choses, tu verras qu'il se passe énormément de choses. C'est où que tu avais vu du matos? Tu veux les ramasser ou quoi? Est-ce qu'on les ramasse ou quoi? Tu veux que je prenne la pince? Si tu veux. La pince à steak quoi. En même temps c'est les meilleurs trucs. Hein. C'est ce qu'on dit. Il y en a une sur ta droite. Là j'ai vu. Vous ramassez tout, Pierre? Bah on ramasse ce qu'on aperçoit sans trop se mettre en danger aussi quoi. C'est ce qu'on appelle de la réduction des risques. C'est ce qu'on appelle de la réduction des risques. C'est difficile de les sensibiliser justement à un tout petit peu plus d'hygiène. Non, ça va encore. C'est plus qu'on doit réussir à conjuguer leur envie de consommer avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Enfin, tu vois bien ici, quelle hygiène, tu vas pas leur dire bah ouais il faut te laver les mains avant de pratiquer une injection. Tu peux pas ici quoi. Donc c'est plutôt leur proposer d'autres outils comme un champ stérile par exemple où voilà, ils peuvent poser tout leur matériel, peu importe l'endroit où ils se trouvent, au moins ça reste propre. En tout cas, là, au moins ils sont bien, quelque part, protégés. Je peux pas dire que c'est bien, parce que regarde dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, c'est pas, pour moi c'est pas bien. C'est pas bien, oui, ça peut toujours être pire, c'est clair, mais tu te verrais à leur place ici? Je pense pas, enfin qui se verrait ici je peux pas dire que ça soit où on voit de l'humanité ici, c'est tu vois, c'est déchets quoi. C'est déchets, donc est-ce que c'est la société qui veut ça, se dire bah voilà les déchets avec les déchets, je sais pas, mais non, je peux pas dire qu'on soit bien ici pour consommer, non. Non, oui, t'es peut-être à l'abri des regards, etc. T'es sûr de pas être embêté, mais dans les conditions, imagine il pleut, là tu peux pas le faire, ok, tu vas te mettre à l'intérieur, mais puis tu sais pas ce qui s'y trouve ici aussi, tu vois. C'est non, non, non. Toujours plus loin, toujours plus caché. Toujours plus loin, toujours plus caché, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est on repousse les frontières encore et encore. Si un jour ici ça vient être détruit, où ils iront? C'est déplacer le problème encore et encore et encore. Donc non.
pas des champs stériles aussi, plutôt que faire ça même le sol? Ça, comme ça, là. Tu déplies ça. Ouais? T'as pas besoin de couper l'aiguille, hein. Je préfère. Bah, le problème, Y a c'est pas que ton de perte. aiguille... Ouais, mais bon, ton aiguille, elle se balade. Ouais, Tu vois, admettons, tu mets la main par terre. c'est vrai. On n'est pas là pour faire la morale, hein. On est là, voilà, c'est des conseils, hein. Qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre? De l'asco, vous en avez encore ou pas? Qui c'est qui avait besoin de cuillères? Il t'en faut, parce que sinon j'ai des... Ça aussi, J'ai des stérifix déjà tout faits si tu veux. ah ouais, trop bien. Attends, je vais te mettre ça. Maintenant, ce que je peux retenir des 5 années, c'est ouais, c'est vraiment l'aggravation des situations. Tu te rends compte que c'est de plus en plus difficile ne serait-ce que d'orienter les personnes dans un réseau, tu vois. Nous, on parle de bas seuil, d'autres structures comme des maisons d'accueil sont normalement aussi, peut-être pas bas seuil non plus, mais de première ligne. Tu sens que voilà, à l'époque, tu téléphonais aux maisons d'accueil avec l'usager, la plupart du temps il y avait de la place, tu arrivais à l'orienter facilement. Maintenant, c'est des listes d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Ben, c'est ça, t'as de plus en plus de... Je pense que ça, enfin ouais, t'as les difficultés que les institutions peuvent rencontrer en interne et t'as cette société qui exclut de plus en plus ces personnes aussi. Je pense que ça va de pair. Et du coup, bah, toi, après, dans ton travail, ouais, tu rames. Tu rames pour améliorer, même au niveau administratif, c'est limite des combats avec certains dossiers. Tu dois te battre pour qu'ils arrivent à faire valoir leurs droits, tu vois. Enfin, tu as des choses comme ça qui, au début où j'avais commencé, ça allait encore. Et là, en ce moment, nous, ce qui nous fait encore plus peur, c'est... on a souvent des retours d'usagers de l'extérieur qui nous disent « ouais, on vient nous confisquer notre matériel stérile ». Tu te dis, enfin, où on va, quoi. Non, mais espoir, je sais pas moi. Je sais pas ce que veut dire le mot espoir ouais, actuellement, quoi. En ce qui me concerne, hein. Le mot espoir, vraiment, c'est vraiment un euphémisme, c'est ça? Ouais, je pourrais dire ça comme ça. C'est vraiment un grand mot. Oh, oh. L'espoir, je sais pas. Quel espoir on peut avoir à notre âge? Qu'est-ce qu'on peut encore espérer de la vie en plus? Maintenant, on a constaté qu'on a tout gâché. On a tout gâché, on n'a même pas de pension, on n'a même pas d'avenir. Donc, on dépend du CPS ou voilà, c'est tout. On a grandi ici, mais notre génération à nous, ceux qui ont plus de 50 ans, on a souffert ici. Surtout qu'on nous considère vraiment comme des irrécupérables. La justice, c'est ce qu'elle pense de nous. Irrécupérables. Donc, qui va vouloir de moi? Qui va vouloir me faire travailler encore? L'année passée, c'était encore plus ou moins correct. L'année passée, hein, mais maintenant, je vois qu'avec la flotte et tout c'est vraiment dégueulasse, quoi. Mais il y a des sans-papiers. Il y a des sans-papiers qui sont arrivés ici, ils sont tox.
Donc ils viennent consommer là où ils peuvent, de peur de se faire prendre par les flics. On a beau le dire, on a besoin d'un local, parce qu'on est dépendant, de cette merde, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher. On aimerait bien arrêter, je sais pas, mais on n'arrive pas. On n'a pas encore trouvé la bonne solution ou la bonne méthode pour arrêter cette merde. On s'y accommode parce que eux s'y accommodent. On va là où ils vont en se disant bah, si eux sont capables d'aller dans ce genre d'endroit, c'est que nous, on se doit d'y aller aussi. C'est ce jeu-là en fait qui est malsain. C'est de ce jeu de se dire bah voilà, on vous condamne l'endroit là, vous en retrouvez un autre, on vient le condamner, et etc. etc. Et l'endroit que vous nous avez condamné par le passé, bah, hop, on se le réapproprie et voilà, on tourne. Tu l'as vu tout à l'heure, la grille qui était fermée. Il y a encore 2 jours en arrière, c'était ouvert et tu peux en être sûr, la semaine prochaine, cette grille sera de nouveau réouverte par certains consommateurs qui vont forcer le passage pour se dire bah voilà, nous on a besoin de consommer, donc on va retourner dans cet endroit, que vous le vouliez ou non, on y retournera de toute façon. Bah, hygiène si, tu vois bien, tu as des voitures qui passent. Donc voilà, c'est montrer aux bons consommateurs des magasins aux alentours, de se dire bah non, c'est inadmissible que des personnes viennent ici consommer d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est pas forcément voir quelqu'un avec une seringue dans le bras, c'est pas que ça. C'est un lieu de squat, des personnes qui viennent se mettre à l'abri du mauvais temps aussi, qui viennent pour manger, qui viennent pour boire, qui viennent pour se reposer. C'est pas que de la consommation. Et c'est montrer un petit peu cette face cachée de la société, là dans un lieu, comme je te dis, au-dessus de nous, qui est tout beau, en plus là avec les guirlandes de Noël. Enfin, la petite personne qui vient faire ses achats de Noël, qui passe, qui voit ça, quand elle va aller dans le magasin, ça va être « Oh, attends, non, c'est risqué de venir ici. » On ne peut pas cautionner ça au niveau sociétal en tout cas. Lui, il est à la 4e et moi je suis à 6e. Okay. 6e étage, quoi. Ça, je laisse ici. Ouais, vas-y, tranquille. Je peux juste vérifier que t'as plus rien sur toi, dans les poches? Ouais, tranquille. À ton aise. C'est vrai, tiens, ma méthode d'abord. Ouais, bah attends, on va la remettre dans ton casier. Hop. Vas-y, je t'en prie. Il m'a mis les nerfs hier, j'ai tombé dans la prière à cause de ce qu'on a. Et dans ton pull à l'intérieur, là, t'as plus rien non plus? Non, rien ici. Ok. Je peux vérifier? Rapidos. Check, check, check. Hop. Ok, parfait. Merci. Et là, c'est dit. On se satisfait de petites victoires, c'est-à-dire un mec qui arrive vraiment à l'article de la mort ici à la porte et qui repart du centre après soit une journée, après 13 jours, mieux, où tu vois que physiquement il est mieux, tu lui as évité peut-être des problèmes parfois physiques, parfois même, et là j'ai des exemples en tête, des dangers quand même assez imminents pour la vie même, pour l'intégrité physique, ils ressortent de ça, ils sont retapés, ben ça c'est une belle victoire. Le mec il ressort d'ici, où la personne vient, elle ressort avec un document d'identité qui lui permet du coup de... Ça c'est une victoire. La personne repart avec au final un revenu d'intégration sociale. Ça aussi c'est une victoire. La personne repart avec du matériel propre
pour éviter de continuer à se faire des abcès, des nécroses, ce genre de choses, et qu'on arrive à lui faire prendre conscience de son corps, de son enveloppe physique, bah ça c'est quand même une belle victoire aussi. Bon, tout ce qui est dans le sac, il y a du sale et tout. Ouais. Dans la valise, c'est que il y a un peu tout. D'accord. Il y a du matos ou pas? Ouais, le matin c'est dans la sacoche et dans le sacoche. Ok. Ce qui est dans la sacoche, je mets dans la stup et il faut trier un peu. Ça, le cas échéant, je verrai ça après, t'inquiète. Ouais, je peux me demander d'hébergement s'il te plaît. D'accord. Il y a de la place ou pas? Un petit peu. Ah. Donc, Je dois voir quelqu'un. ça tourne quand même pas mal pour l'instant. Tu vas de toute façon voir quelqu'un pour ta demande. Ça, c'est d'office, excuse-moi. Pour le moment, vous ne pouvez pas laisser un message. Ça arrive, c'est pas... On va faire le foyer. C'est le 02 512 17 92. Alors bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, s'il vous plaît, je vous téléphone pour vous demander si vous avez une petite place de libre en ce moment. Vous êtes complet? Ah ok, je vous remercie. Bonne journée. Complet. Tu veux remettre ton nom à la source? Ben ouais. Ouais. Donc Donc ça, ça, ouais, on était ensemble. Je m'entends bien en fait. Donc ça c'est le 02 02 512 512 72 72 04. 04. Allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous ai téléphoné hier pour une petite place au nom d'une soirée. T'as des gens qui arrivent pour la première fois et une des premières questions qu'on va poser, c'est un peu faire le point au niveau de la consommation. Voilà, mais toujours en disant, en se retranchant bien derrière le fait qu'on est qu'on est travailleurs sociaux, qu'on est soumis au secret professionnel, que c'est pour nous aider aussi à avoir une vision plus précise de son profil un peu consommation, pour voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, vers où on peut aller en fonction de ce qu'il demande, ce genre de choses. Nous, on en parle librement. Il y a des espaces qui sont aménagés pour laisser la place à un moment à cette consommation qui peut s'exprimer un moment, forcément pas dans le centre parce que voilà, on est quand même dans l'illégalité à ce niveau-là, mais des espaces pour pouvoir en discuter et créer un peu un confort à ce niveau-là. La personne sonne, tu veux une douche, tu veux un repas, un café, quelque chose, ça s'arrête là. Parfois ça s'arrête là même pendant quelques temps avant de susciter une demande, de se pencher un moment sur une situation administrative qui est encore plus chaotique ou une situation de consommation où la personne commence à se livrer. Ça prend parfois un peu de temps, même ça prend parfois... c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire au jour le jour, hein, même des gens qu'on connaît depuis très longtemps. C'est dur d'avoir vraiment toujours la vérité sur la consommation, forcément, parce que ça reste illégal. Donc comment on peut en parler librement, même si nous, on est à l'écoute, ce genre de choses. Voilà. C'est toujours très compliqué de parler de cette question des drogues à l'école, même, je dirais, dans l'entreprise, parce qu'il y a cette pénalisation qui fait qu'il y a un interdit, bon, moral, ça, à la limite, peu importe, mais pénal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça reste un délit de détenir toutes les drogues sauf le cannabis, mais ça reste un délit et donc ça veut dire que c'est des peines de plus de 6 mois à 5 ans de prison. Enfin, je dis, la consommation, c'est au pire, c'est un problème médical, mais ce n'est pas un problème pénal. Je veux dire, on va pas, imaginons que c'est un problème médical, quelqu'un est affecté d'une maladie, c'est parce que quelqu'un est affecté d'une maladie, imaginons n'importe quelle autre maladie, le diabète par exemple, imaginons qu'on sanctionne le fait d'une diabétique d'une peine de 6 mois à 5 ans de prison, ce serait complètement absurde. Il y a vraiment un espace dédié aux femmes et je pense effectivement, c'est chouette que tu en parles. On va mettre ça dans le 27. Sans problème, ça je garde avec moi. On veut dire que c'est illicite sans être illicite. Oui, oui. C'est vrai que c'est particulier, c'est pas illicite dehors. On a tendance à penser que vouloir changer de politique, c'est distribuer de la drogue dans la rue à tout et n'importe qui. Ben, je suis désolé de le dire, mais c'est à l'heure actuelle qu'on distribue de la drogue à quiconque le veut, n'importe où, n'importe quand. Ben,
assister à des scènes de consommation à ciel ouvert, c'est gai pour personne, c'est pas gai pour les citoyens, c'est pas gai pour les usagers qui ont déjà parfois cette étiquette tellement immense imposée sur le front qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc clairement, les salles de consommation, pour moi, c'est une opportunité, mais qui ne doit pas absolument s'arrêter là. C'est justement, pour moi, plutôt, les salles de consommation, c'est un commencement, en fait. Les salles de consommation, c'est déjà, à un moment donné, reconnaître la perspective qu'on va autoriser des gens à consommer un produit illicite dans un local prévu à cet effet. Et donc, pour moi, déjà, c'est clairement un coup de pied dans la porte à justement l'élaboration et la mise en place d'une discussion allant vers une autre politique en matière de drogue. Après, même si effectivement ton dosage il est élevé, si à côté de ça il suffit pas et que tu es encore poussé à les reconsommer pour justement ne pas être en manque. Quand je me retrouve dehors, tu vois, mais quand je suis bien entouré, encadré, ça va encore, tu vois, je pense plus à cette saloperie, tu vois. Donc si la personne, et on en voit beaucoup, exprime un mal-être par rapport à sa consommation, on va travailler ce mal-être pour essayer d'aller vers du soin, vers un mieux, vers parfois à leur demande arrêter cette consommation, mais il y en a aussi qui consomment, et il faut le dire, qui consomment ici sans réelle envie d'arrêter. Voilà, il faut le dire. Après, est-ce que ça se travaille avec lui, enfin, est-ce qu'il veut travailler ça ou pas, voilà. En tout cas, nous, on le travaille au niveau de notre cadre. Après, moi, j'ai pas de problème à entendre quelqu'un qui dit que pour l'instant, il est dans une consommation hyper importante d'héroïne et ça lui va très bien parce qu'il voyage, ça lui permet même d'éviter de penser à ses problèmes, super. Moi, ce que j'aurais envie de dire là, en tout cas moi dans ma pratique et ce que j'explique aux gens qui posent éventuellement la question, c'est de pouvoir, on en revient à la réduction des risques. Ok, tu la consommes comment l'héroïne? Tu la fumes, tu l'injectes, et à ce moment-là, c'est de travailler un travail plutôt de réduction des risques et de confort entre guillemets par rapport à sa consommation. Ouais, c'est penser autrement en tout cas, c'est penser autrement, mais c'est penser plus juste que seulement le toxicomane c'est un délinquant, il a fait le choix d'aller vers son produit, maintenant il est mal, c'est tant mieux pour lui, à la limite, c'est bien fait pour lui, et s'il va arrêter, c'est qu'une question de volonté. Non, on est loin de ça, on est très loin de ça, parce qu'il y a une addiction qui est créée, le produit en lui-même crée des addictions à tout point de vue. Il y a fort heureusement des choses qui ont, grâce aux militants de l'époque, pu être mis en place et qui tiennent, les programmes de méthadone, de substitution, les évolutions à ce niveau-là. La méthadone en prison est tout à fait accessible et donc c'est vraiment quelque chose qui sert dans le secteur à tous les jours et qui permet à toute une série de personnes qui font le choix de passer d'une consommation à la substitution d'aller vers un mieux-être. Pour d'autres éléments, oui, on se bat au quotidien ici, avec et pour les personnes qu'on suit, et on se bat peut-être plus pour ces raisons-là, mais pour à un moment donné leur donner une place auquel ces personnes ont droit, au même titre que moi ou que d'autres, en tant que citoyen, quelqu'un qui a un projet, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'avoir un appartement, de rentrer dans un centre, quoi de plus normal que d'essayer de l'accompagner dans ce genre de démarche. Mais on se rend compte que dans la société d'aujourd'hui, pas partout, mais quand même, c'est quelque chose qui est ressenti régulièrement, être usager de drogue, c'est stigmatisant. Pourquoi ? C'est potentiellement quelqu'un qui cristallise une série de problématiques, qui potentiellement est vecteur de maladies, qui potentiellement aussi peut présenter des comportements empreints d'instabilité. Ça fait 15 ans que je travaille ici, oui, ça arrive, mais mon quotidien vis-à-vis des personnes que j'accompagne ici, c'est tout sauf ça. C'est du lien, c'est des rencontres, c'est des personnes avec qui j'apprends énormément. Je pense que j'apprends plus auprès d'elles qu'elles n'en apprennent auprès de moi. Écoute, je vais déjà commencer par faire mon lit et je vais le faire de la manière comment on fait son lit en prison. Et petit secret, petite astuce pour que le drap ne bouge pas de gauche à droite, vu que quand je dors, je suis quelqu'un qui a la jugeote, les gens à l'extérieur ont des draps avec des élastiques, mais en prison, voilà, on nous retire toujours quelque chose. Alors on prend le drap comme ceci, on le tire vers soi, on plie comme cela, alors on prend un bout de chaque côté et on fait un nœud ici, comme ça, hop, hop,
qui fait office d'élastique, avoir un drap qui est bien étiré et qui tient bien, ça donne un sommeil qui tient bien aussi. Et voilà, le travail. On peut raisonnablement se dire que la remise en situation administrative des ex-détenus va prendre entre 1 mois et 1 mois et demi. C'est un mois et un mois et demi de trop et qui clairement coupe toute perspective en termes de réinsertion. Fort heureusement, des expériences existent, certains services sont mobilisables et certaines personnes arrivent dans des délais plus courts à rebondir et à rentrer se mettre à l'abri ailleurs. La majorité de ceux qu'on accueille ici se retrouvent à un moment donné coincés dans une réalité qu'ils ne veulent pas, dont ils ont sincèrement envie de se sortir. Ils sont les premiers à essayer de remplir leurs conditions de libération, à tout faire pour tendre vers un mieux-être de leur situation. Mais le poids d'une procédure, d'une demande, on est tributaire de ces procédures. Et donc à partir de là, offrir un accueil ici, c'est déjà bien. Et d'ici, on essaye de mener à bien avec eux les perspectives d'un rétablissement en termes de projet. Pour moi, retourner dans la rue à la sortie de la prison, c'est quelque chose qui ne devrait même pas être envisageable. Alors quand on précipite la personne et qu'elle retourne en rue et qu'on lui demande d'honorer des rendez-vous, d'assurer une présence chez son assistante de justice, de mettre en place un programme de traitement méthadone alors que la personne n'est peut-être même pas preneuse de ce traitement, elle n'a aucun contact à l'extérieur, elle sort de prison, sa mutuelle n'est pas en ordre. On va lui demander de financer un traitement à plein tarif alors qu'elle n'émerge même plus du CPAS, elle n'a aucun revenu. Et donc clairement, c'est des situations qui, paradoxalement, sont elles-mêmes totalement criminogènes, puisque parfois le simple fait de vouloir se conformer à ces conditions va précipiter l'arrivée à un moment donné de comportements qui, à leur tour, pourront être étiquetés comme étant indésirables. Donc, il ne faut pas généraliser, mais quand je parle concrètement, clairement des usagers de drogue problématiques, je pense qu'il y a davantage de travail à faire au niveau psychomédico-social pour permettre à ces personnes, à un moment donné, de sortir la tête de l'eau et de sortir de ces cercles vicieux carcéral ou ne serait-ce qu'au sens plus large, pénal, clairement. Il est vrai que depuis un certain temps, c'est pas nouveau, le discours répressif est régulièrement concurrencé par un discours beaucoup plus axé sur la santé publique. Donc dans les déclarations, dans les notes politiques, dans les plans nationaux de sécurité, dans les plans stratégiques de prévention, on nous dit que l'usager de drogue est d'abord un problème de santé publique, qu'il faut mettre l'accent sur la prévention, sur la réduction des risques, sur l'assistance, et qu'il faut réserver l'arme pénale uniquement aux producteurs et aux trafiquants. Mais d'un autre côté, cette volonté politique de mettre l'accent sur la santé publique est mise à néant par un discours beaucoup plus sécuritaire. On va encore nous présenter l'usager de drogue comme étant une source de nuisance publique, de nuisance dans l'espace public. Et on voit d'ailleurs la dernière déclaration gouvernementale de 2014, où là on a dit que c'était la politique, la tolérance zéro, y compris en matière de cannabis, notamment quand cette consommation s'inscrit dans l'espace public. L'héroïne, en fait, l'héroïne, pour citer cette drogue-là, est une drogue qui, en fait, qui au début, vous la prenez, mais après c'est elle qui vous prend. Et alors, fatalement, on apprécie, on va vers cette direction-là jusqu'à un jour où on sent qu'on a des douleurs à la colonne vertébrale, qu'on transpire un peu, on se dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, à ce moment-là, on ne le sait pas, mais à ce moment-là, on a mis vraiment les deux pieds vraiment bien dedans. Ça s'appelle le manque. Et puis, c'est là que commence le chemin vers l'enfer, en fait. Toutes les personnes que j'ai pu connaître qui ont touché à l'héroïne, au début, même si c'est des personnes qui avaient un capital énorme financier, la chute, elle est terrible pour tout le monde. Même le meilleur des meilleurs qui avait un compte en banque, mais sublime, il se retrouve à laver ses mains dans les égouts pour finir. Puis voilà, donc mes parents, j'ai toujours eu... tu sais, je suis l'avant-dernier de la famille. Et donc, c'est comme si mes parents avaient décidé que je serais un moins que rien. On m'a bassiné avec ça. Et puis, je me fais contrôler un jour, condamnation par défaut. Hop, je vais jusqu'à Lantin. On me libère après un mois. C'est là où le cercle vicieux a recommencé avec la prison. Donc, c'était fin 2013. Et puis, 2014, je suis tombé février 2014, libéré au mois d'avril.
je retombe au mois de juin 2014, libéré au mois d'août 2014, je retombe, voilà quoi, je retombe encore en décembre 2014, libéré en avril 2015, et puis voilà, je suis retombé là maintenant le 23 juillet 2015 jusqu'à maintenant. Je vois les gens qui ont des assuétudes, quelles qu'elles soient, comme des gens qui ont un problème avec un produit. C'est clair, je n'aime pas le mot alcoolique, je préfère avoir un problème avec l'alcool, un problème avec le hashish. Je ne suis pas héroïnomane, j'ai un problème avec l'héroïne. En cela, je ne rejoins pas fort tout ce qui est théorie alcoolique anonyme, hein, loin de là. Mais médicalisation, ça veut dire que oui, c'est un problème avec ce produit. Alors si le problème existe avec ce produit, mais travaillons dessus, simplement. Partons pas du principe que la personne, de toute façon, elle est héroïnomane, point, et que quoi qu'on fasse, elle va rester héroïnomane. C'est faux. C'est faux. C'est aussi autre chose. C'est un homme, c'est le frère d'eux, c'est le fils d'eux, le père d'eux, c'est le compagnon d'eux. Il n'est pas seulement avec une étiquette au boum au milieu du front, là, héroïnomane, ta gueule, t'as plus rien à dire, c'est foutu. Non, c'est faux. Le temps en institution carcérale est codifié. C'est-à-dire qu'il est immanquablement couplé à des déplacements dans l'espace qui sont formalisés avant même leur existence. Quand il y a un mouvement, on sait à quoi va servir ce mouvement. On sait quelle va être sa direction, quel va être son but. Vous avez un mouvement préau, on sait qu'on va prendre une cohorte de détenus et qu'on va la faire se déplacer de leurs cellules au préau pour qu'ils puissent avoir leur temps de récréation. Ce mouvement est codifié. Ce n'est absolument pas un mouvement qui est pensé dans un temps qui fait société. C'est un mouvement tout à fait utilitaire. Vous avez plein d'exemples comme ceux-là en prison. Vous voyez que le temps est un temps utilitaire et pas un temps qui fait société ou un temps de l'épaisseur de la durée vécue qui peut être partagée. C'est comme cela notamment qu'on peut éventuellement penser ce qu'on appelle les entités relativement controversées mais dont on retrouve quand même trace dans l'histoire psychiatrique, que sont les psychoses carcérales. Des personnes qui ne souffraient absolument pas d'un trouble psychotique et que l'on peut voir émerger au cours de la détention et que l'on peut voir disparaître lors de la sortie de l'univers carcéral. Un des points de fuite est l'utilisation de substances, puisque l'utilisation de substances vous met hors du temps et hors de l'espace, en vous plongeant quelque part dans un paradis artificiel qui vous fait échapper à ce point de pesanteur, à ce point de souffrance. Et qu'est-ce qui a fait que tout a basculé? C'est qu'en 2010, j'ai perdu mon frère jumeau. Et enfin, je dis jumeau parce qu'on n'a même pas 1 an de différence. Et pour moi, c'est vraiment comme mon jumeau. En fait, depuis que je l'ai perdu, j'ai tout perdu, quoi, en fait. C'est que j'avais toujours dit à mon ex-époux, j'ai dit, écoute, Latifa, j'ai peur d'une seule chose. Il me disait, mais de quoi? Il dit, j'ai peur juste de perdre le contrôle un jour. Et là, j'avais perdu le contrôle, en fait. Je commençais à noyer mon deuil dans l'alcool. Et en fait, cette éducation qu'on m'a forcé à avoir a fait de moi que j'autorise personne à m'arrêter dans mes trucs, dans mes délires. En fait, voilà quoi. Et puis je commençais à faire ça à huis clos. C'est-à-dire que je me suis enfermé dans ma bulle. Et puis j'ai commencé l'alcool, puis la coke. Pendant 1 an, c'est tout. Je n'avais plus de raison d'être en fait. C'est-à-dire que je me suis marginalisé à 300%. À me retrouver à puer,
à avoir des caleçons remplis de merde, à me retrouver à dormir à la bourse sur des cartons, truc que je n'aurais jamais imaginé. Comment dirais-je, à dormir dans des squats qui sont remplis de merde autour. Je me rappelle que j'ai passé 2 mois dans un squat au boulevard industriel où les rats tournaient autour de moi. Maintenant, en fait, j'ai un seul rêve que je fais souvent. C'est d'être dans mon chez-moi, parce que j'ai 3 enfants avec 2 femmes différentes. Et maintenant, c'est 16 ans, 12 ans et 8 ans. Mon rêve, c'est d'être chez moi et d'être comme ça, dans mon salon, en train de regarder la télé, puis à un moment donné, de faire ça, et de les voir en train de discuter, ou je sais pas, et de dire putain, c'est les miens, quoi. Et ça, c'est mon kiff. Et mes enfants sont ma vie, et ma vie, c'est mes enfants. Est-ce qu'un détenu consommateur de drogue a la moindre chance de s'en sortir dans un milieu carcéral? Je pense que c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que par ailleurs, l'univers carcéral a cette exigence qu'une prison qui se tient bien, une prison qui est bien tenue, est une prison silencieuse et qu'il y a donc une prescription sous-jacente de l'institution carcérale, une prescription sous-jacente officieuse de consommation de substances qui vient redoubler la demande ou l'avidité du patient, avidité qui se présente d'une part de par son trouble et d'autre part parce que l'institution fait peser sur lui, donc comme je le disais, la pesanteur, le risque de la désintégration. Donc vous avez là un faisceau de forces convergentes qui vise à la consommation et la prise de ces traitements. Donc je pense que les chances sont extrêmement ténues. Alors bien sûr, il y en a qui y parviennent, suite à des rencontres favorables ou des événements favorables, mais qui sont, en tout cas de l'expérience que j'ai, moi, plutôt rares. La fin de ce système, moi, je la vois dans une dépénalisation claire. En tout cas, dans un premier temps, soyons prudents, des drogues dites douces, parce qu'il n'y a pas de drogue douce, hein, c'est des couillonnades de parler comme ça. Dans une dépénalisation et avec la possibilité pour le détenu d'acheter lui-même, voire à la cantine, hein, je suis assez fou pour le dire, là, son hashish, son herbe, tout ce qu'on peut imaginer de ce côté-là. Et ça sous un contrôle médical valable. Au moins, on saura quel produit il prend et si le produit est bon ou mauvais, bon, il sera contrôlé. Et deuxièmement, je pense que la notion de l'interdit disparaîtra et qu'on aura moins de consommation. Parce que la notion de l'interdit est quelque chose que les détenus adorent aussi. Hein. Ah, bon, bah, je l'attends. Citer 4 effets recherchés de la consommation de l'héroïne. Perturbation des cycles de sommeil, constipation, moins de salive et plus acide, nausées, vomissements, rétrécissement des pupilles, perturbation du cycle menstruel, ralentissement de la production de sécrétions, absence de larmes, retard d'éjaculation, diminution de la sensation de faim, modification du désir sexuel, relaxation musculaire. Ouais. Votre fin de mois est particulièrement difficile, vous décidez de vendre de la cocaïne. La police vous repère et vous interpelle. Passez 3 tours en prison et 1 000 € d'amende. Mais enfin voilà. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Oui. 2 jours avant le réveillon de Noël, la première fois où j'ai été au cachot et que j'ai failli aller en prison, je m'en souvenais. Je me suis fait arrêter en sortant de la boulangerie. Et puis, premier jour de congé en plus, que c'était de ma copine, n'était pas censée être là. Père qui est à la maison, enfin ça le faisait quoi. Le 23 décembre 2005, je crois, un truc comme ça. Quel est le risque de la prise de méthadone chez les femmes enceintes? Eh bien, l'accoutumance du bébé, quoi. Mais l'arrêt de méthadone peut être dangereux aussi pour le bébé, quoi. Enfin, c'est à souligner aussi, quoi. Si la mère est en manque, le gosse est en manque. Donc, enfin, ça marche dans les deux sens, quoi. Tu es en prison pour ce tour-ci? Vas-y, oui. C'est qui après Eric? Après Johan, moi? Ouais, moi je suis sur la case tranquillisant pour chevaux, kétamine. Il est génial ce jeune, hein? Il sera génial, ouais. Oui, on avance tout doucement, mais oui, il sera. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être un chouette outil. Je pense qu'on est un peu joueur. C'est un peu aussi pour ça qu'on
pour certains qu'on est devenu toxicomane parce qu'on joue avec les interdits. Il n'y aurait pas cette interdiction, moi je suis persuadé qu'il y aurait beaucoup de personnes qui travaillent, enfin, qui ne resteraient pas dans les drogues, ce serait un chapitre peut-être qui pourrait entamer, mais duquel ils sortiraient beaucoup plus vite. Moi j'ai commencé, c'était ado, quand je consommais. J'ai commencé ado. Mais ouais, c'était un jeu. C'était un jeu à tout bout de champ. Même quand on se fait attraper par la police, il y a déjà un flic qui m'a dit « T'as joué, t'as perdu ». Bon, allez, jackpot. Oh, attends, oh, hey, j'y tiens, moi, ma casse café. Là. Je te dois combien? Ils ont plus à nous apprendre qu'on a à leur apprendre. La plupart sont déjà, en tout cas au niveau de la réduction des risques, sont déjà très informés. Et je pense que c'est ça la richesse du groupe. Je veux dire, nous, on a essayé de fournir un soutien logistique, par exemple aux jeux qu'on voit ici, mais toutes les idées viennent d'eux. C'est la base, c'est qu'ils soient acteurs de leur projet. Sinon, sans quoi, je pense qu'on aurait plus grand monde qui viendrait à nos réunions. Les cartes à peu RDR, réduction de risque. Alors, quelle est la dose mortelle liée à la consommation de cannabis? 2 kilos. Il n'y en a pas. Allez, quoi, tu pouvais gagner de la vie. Je sais pas. Beaucoup de gens, rien que d'entendre un terme comme toxicomane, chez beaucoup de gens, ça défrise un peu. Donc ça prendra du temps encore, mais je pense qu'il faut vraiment avancer en changeant l'image qu'on a de la personne consommateur de drogue. Je vais tomber en prison à l'âge de 20 ans avec un sursis probatoire de 2 ans, plus la condamnation à venir, ça fait que je vais me retrouver avec 6 ans de prison, quoi, pour une première peine de prison. Et toujours pour des faits de délinquance, et de vol avec violence, d'agression, de la petite délinquance, quoi, hein. Je ne comprends absolument pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je suis puni. Je ne comprends surtout pas pourquoi est-ce qu'on ne met pas en prison. On va vite me faire comprendre que les services psychosociaux ne sont pas là pour, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le personnel. Et donc ils n'ont pas de solution, si ce n'est je mords sur ma chic et j'attends que ma peine se finisse, quoi. Et ce ne sera pas ma seule peine de prison, non. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce troisième pilier, réinsertion, hein, comme je viens de l'évoquer, n'existe pas. N'existait pas. Donc je sortais de prison sans logement, sans revenu, sans boulot, sans occupation. Sur ça se greffe la dépendance psychologique du produit qui n'a pas été traité, donc on va de suite malheureusement se retrouver exclu par la force des choses et avoir tendance à reglisser vers le milieu dans lequel on a évolué. Et la marginalité et la consommation de drogue, quoi. Mais oui, voilà, c'est comme ça que ça repart pour un tour. Au final, tu auras passé combien de temps de ta vie en prison? 20 ans. 20 ans, plusieurs peines, hein, pas d'un coup, mais oui, 20 ans de ma vie en prison. Oui, c'est pénible, c'est lourd. C'est lourd. C'est surtout improductif. Comment tu vois l'avenir? Je ne le vois pas l'avenir. Je n'ai pas, pour le moment, je n'arrive pas à me projeter déjà demain, c'est déjà difficile. C'est très difficile. L'impact de ces 20 années de prison, c'est ce qu'on appelle maintenant l'institutionnalisation, quoi.
Le plongeon dans la toxicomanie a commencé ici, dans cette maison de jeunes, qui existait au fin des années 80. Et dans cette maison, il y avait une très grande salle où se rassemblaient plusieurs jeunes. On était plutôt, ce jour-là, en tout cas, on était une quinzaine. Et donc, l'aluminium avec le produit tournait de main en main. Et quand est arrivé mon tour, j'ai goûté. Et puis, pour pouvoir me payer ma drogue, j'ai commencé à dealer. Et la deal se faisait ici, à la cage aux ours, dans la fin des années 80. Pour moi, c'est bien simple, il faut décriminaliser, donc il faut sortir du champ pénal, c'est extrêmement important. Je vous l'ai dit, ça reste une arme pénale qu'on peut mobiliser, que ce soit via des interpellations, des arrestations, des fouilles, des poursuites devant les cours et tribunaux, éventuellement des instructions qui sont ouvertes, enfin voilà, tout ce que l'appareil répressif peut mobiliser, et ça reste une infraction qui est punie de peine et de peine d'emprisonnement. Ça n'empêche pas qu'on puisse mettre en place éventuellement un autre système. On peut décider que c'est toujours un comportement qui, par exemple, est puni de sanctions administratives. On peut interdire moralement, on peut interdire à l'école, on peut interdire au travail, mais pas interdire pénalement. La loi pénale, pour moi, doit rester vraiment limitée, je dirais, aux comportements les plus graves qui rencontrent l'adhésion, je dirais, de la société, et pas pour des comportements qui relèvent de la sphère médicale ou de santé publique. Et que pense le psychiatre de l'enfermement des consommateurs de drogue? Je pense que c'est un non-sens et qu'on doit impérativement rechercher d'autres alternatives qui visent à soutenir en tout cas la possibilité d'un soin qui soit spécifiquement adressé à ces patients. L'héroïne est un produit très fort, extrêmement fort. Donc, la médicaliser par exemple, comme j'en parlais, peut être une première solution pour d'abord avoir de la bonne héroïne, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. De la bonne héroïne, et deuxièmement, la donner à dose, je dirais, thérapeutique. On donne du hashish à dose thérapeutique à certains moments, dans certains hôpitaux. Donc oui, là, je pense qu'on a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Mais parler comme ça, c'est parler comme un fou. S'il y a des gens qui m'écoutent, ils vont se dire, mais il est complètement fou, ce type-là. Mais non, je ne pense pas. C'est une réalité, c'est un fait. Si maintenant on veut ne rien faire, jetons-les dans une fosse, et puis attendons un peu de voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà, je voudrais vous parler aussi de cet endroit. C'est le long du canal à Isère. Donc les gens qui achetaient leur drogue à Ribeaucourt venaient ici, le long du canal. Ce que j'appelle, moi, les bas-fonds. Consommer. Voilà, c'était ici, cette porte. Une personne, je dis bien une personne, est morte d'overdose. Les gens continuaient à passer à côté de lui, pensant qu'il était simplement défoncé. Et 3 jours après, les gens se sont rendus compte qu'il était mort. Donc les secours ont été appelés. Et depuis lors, l'endroit a été condamné. Voilà. C'est pour ça que, surtout ici, dans ce quartier d'Isère, où à Ribeaucourt il y a encore de la deal, qu'il faut ouvrir des centres de consommation pour que les gens ne meurent plus dans l'indifférence totale, qu'il ne soit plus un chiffre dans les statistiques des morts par overdose, et qu'ils soient traités comme des êtres humains. Voilà.